Il y a peu, je profitais de mes différents réseaux sociaux pour vous poser la question suivante. Si je vous dis Bourgogne, quelle est la première couleur de vin à laquelle vous pensez ? Sans grande surprise, l'écrasante majorité de mes abonnés votèrent pour les vins rouges. Et pourtant, avec ces 60% de la production totale du vignoble, ce sont clairement les vins blancs qui sont les plus représentés. Les vins rouges ne comptant au final qu'à hauteur de 29% de celle-ci. Comme quoi, nul n'est prophète en son pays. Cependant, des grands secteurs à blanc en Bourgogne, c'est pas forcément ce qui manque. Me vient instantanément en tête le vignoble de Chablis, dont son nom est si mondialement réputé qu'il n'est pas rare d'entendre des consommateurs anglo-saxons demander « A glass of Chablis, please » lorsqu'ils désirent commander un verre de blanc sec. Et si Chablis demeure un vignoble de production massif pour la Bourgogne, puisque ses surfaces totales comptent pour 20% des vins en AOC, il n'en demeure pas moins un vignoble qualitatif, puisqu'étant l'un des 3 grands espaces géographiques de la région, pouvant se targuer d'avoir vu ses parcelles les plus illustres être élevées au rang de Grand Cru. L'appellation Grand Cru de Chablis étant elle-même composée de 7 grands crus officiels, plus un officieux, la Moutonne, que j'ai tous eu l'occasion de déguster lors du fameux réalisé en juin 2023 via l'école des vins de Bourgogne et dont je vous parlais déjà lors de mon épisode consacré à la Romanée-Conti. En dehors du Chablisien, il faut migrer plus au sud, dans la côte de Beaune, pour trouver les 2 autres secteurs à blanc élevés au rang de Grand Cru avec la colline de Corton et, enfin, avec notre intéressé du jour, l'iconique, l'emblématique et mirifique Mont Rachet qui donne naissance à ce que nombre d'amateurs considèrent comme les plus grands vins blancs secs au monde. Rien que ça. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que ce sympathique monticule est scindé en 2 appellations. Au sud, on retrouvera celle de Chassagne-Montrachet et au nord, celle de Puligny-Montrachet. Vous commencez à avoir l'habitude si vous êtes un fidèle de la chaîne. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner ? Mais ces 2 appellations se composent tel un puzzle de parcelles classées village, premier cru et bien évidemment grand cru. Ces derniers, qui ont d'ailleurs droit à leur propre appellation, mais ça j'en parlerai pas parce que ça me gave, sont au nombre de 5. Montrachet et Bâtard-Montrachet qui sont répartis entre Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet, Chevalier-Montrachet et Bienvenue Bâtard-Montrachet qui sont exclusifs à Puligny-Montrachet, et Crillot Bâtard-Montrachet qui n'est implanté qu'à Chassagne-Montrachet. Ce qui différencie tous ces grands crus ? Principalement une question de géologie et d'altitude. Simple, basique, comme toujours avec la Bourgogne. Puisque pour le reste, ils gardent nombre de facteurs communs. Une exposition quasi homogène, orientée sud-sud-est, à l'exception de Crillot Bâtard-Montrachet, et un cépage unique, le légendaire Chardonnay. Au sein de cette ribambelle de noms iconiques, Montrachet reste le plus renommé, le plus convoité, celui qui cristallise toutes les passions et qui est considéré comme le Graal des amateurs de blanc sec. D'ailleurs, Maurice Edmond-Saillant, dit Kurnonski, a.k.a. le prince des gastronomes, ne classait-il pas le Montrachet parmi les 5 plus grands blancs français avec Yquem, dont je vous parlais dans un précédent épisode, la Coulée de Serran, Château Chalon et Château Grier ? Ça vous pose le décor. On cause. Nonobstant, une rapide recherche sur Google vous permettra de vous rendre compte que, par ordre de prix décroissant, Bâtard-Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bienvenue Bâtard-Montrachet et Crillot Bâtard-Montrachet le talonnent de près. Pourtant, et bien que François Pinault ait acheté une ouvrée, soit 4,28 arts ou 428 mètres carrés si vous préférez, de Montrachet à 1 million d'euros en 2012, donnant ainsi un tarif approximatif de 23 millions d'euros l'hectare de Montrachet, ce grand cru exclusivement blanc n'a pas l'aura de ses cousins en rouge comme la Romanée-Conti, la Romanée, Chambertin ou encore le Clos Vougeot. Même pour les professionnels du vin, si je vous dis Grand Blanc de Bourgogne, je pense que les noms de Chablis, de Meursault et de Corton-Charlemagne vous viendront bien plus rapidement en tête que Montrachet tout court, ne serait-ce qu'à cause de ce scindement entre Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet dont je vous parlais en préambule. Alors, avant de vous parler de mon expérience personnelle avec ces grands crus, j'ai voulu résoudre le mystère suivant pour toi, cher internaute. Pourquoi
l'un des grands crus en blanc les plus cotés de la région la plus spéculative au monde, qui produit elle-même majoritairement des vins blancs, jouit-il d'une réputation moindre que les grands crus en rouge? Bon, déjà, il y a une question évidente de surface viticole. Le Grand Cru Montrachet étant une bande s'étendant sur 9,59 hectares de vignes en 2018. Si on part du postulat que Montrachet est le plus grand blanc sec de Bourgogne, alors nous sommes sur une surface 5,3 fois supérieure par rapport au Grand Cru en rouge, le plus recherché de la région, celui de la Romanée-Conti, qui est d'ailleurs en monopole, donc n'appartenant qu'à un seul domaine, le domaine de la Romanée-Conti, là où plus d'une dizaine de producteurs se partagent le rare terroir du Montrachet, dont le domaine de la Romanée-Conti d'ailleurs. Simple, basique, comme toujours avec la Bourgogne. Mais cette question de surface viticole n'explique pas tout. Pour moi, c'est avant tout lié à une antériorité de réputation et d'histoire empélographique. Et pour cela, il va falloir que je vous parle un peu de la Bourgogne et du fabuleux ouvrage de Louis Latour, Vins de Bourgogne, le parcours de la qualité du 1er au 19e siècle et ses dénologies. Latour part du postulat que, pendant près de 1000 ans, la Bourgogne est demeurée, ouvrez les guillemets, prisonnière du vin blanc avant que, sur une période allant du 12e au 13e siècle, ne se déroule ce que l'auteur a intitulé la révolution énologique bourguignonne. Cette révolution, quelle est-elle? Oh, 3 fois rien. Les Bourguignons vont juste inventer les vins rouges modernes. En effet, à partir de plusieurs épicentres dont le Clos Vougeot fit partie, les vignerons de la Côte d'Or vont mettre au point une nouvelle technique de vinification consistant à laisser macérer en cuve des pots de raisin colorés avec du mou en fermentation avant de pressurer le tout pour enfin le faire vieillir en tonneau. Avant cette découverte, les jus étaient principalement blancs, d'où l'expression « la région est restée prisonnière du vin blanc » ou alors légèrement rosé. On parlait d'ailleurs de clairet, puisque la technique d'alors consistait à fouler les raisins avant de mettre immédiatement en barrique les jus ainsi récoltés, et ce sans passer par la phase de macération en cuve. Mais avec ce nouveau process, les Bourguignons vont donner naissance aux vins dits vermeils, qui deviendront par la suite, et en prenant quelques raccourcis, nos actuels rouges. Ouais, vous avez bien entendu. La région viticole qui a créé le vin rouge, c'est ni Bordeaux, ni la vallée du Rhône, ni l'Italie, ni qui tu veux mon pote, c'est la Bourgogne. Et ça chie quand même un peu la classe. T'imagines le CV? Bonjour, j'ai créé les vins rouges. Des questions? Cette révolution des vins vermeils a notamment été rendue possible grâce à un cépage d'élite qui n'était planté que sur des parcelles donnant naissance aux vins fins destinés à l'aristocratie et à l'église, le Pinot. Et si je dis le Pinot tout court, c'est parce que ces terroirs les plus réputés étaient complantés, avec du Pinot noir, du Pinot gris et du Pinot blanc. À l'autre côté du spectre, les vins dits communs et qui étaient destinés à une population plus humble étaient élaborés à partir de gamay, de cépages donnant de la couleur dit teinturier, et de tout un tas d'autres variétés dont je n'ai malheureusement pas pu vous retrouver le nom et que l'histoire a très certainement oublié. Cependant, les vins communs resteront blancs/rosés pendant de très nombreuses décennies. L'ère de la révolution énologique des vins vermeils s'étalant sur près de 2 siècles, il va falloir au moins autant de temps pour que la Bourgogne ne se pare progressivement de vignes rouges. Les pinots gris et blancs laissant petit à petit leur place au pinot noir, le noirien, comme il était de coutume de l'appeler. Et c'est ainsi qu'après plus de 7 siècles, en 1852-1860, c'est près de 83% des vins produits en Bourgogne qui étaient rouges contre seulement 17% de blanc. La Bourgogne a donc construit sa réputation d'excellence sur ses vins fins couleur vermeille. Couleur vermeille, on dirait tellement le titre d'un album de Woolsey. D'où, à mon humble sens, pour revenir à cette question d'antériorité de réputation, une plus grande renommée de ces secteurs à rouge. Et si d'ailleurs aujourd'hui on retrouve encore des Chassagne-Montrachet en rouge, c'est parce que, fut une époque pas si éloignée que cela, une partie non négligeable du village était recouverte de vignes rouges. Sauf que nous, ce qui nous intéresse pour cet épisode, ce sont les vins blancs. Or, le Montrachet est un secteur reconnu depuis près de 6 siècles pour donner de très grands blancs. D'ailleurs, lorsque je me suis plongé dans l'ouvrage « Les grands vins de Bourgogne, la Côte d'Or, études et classements par ordre de mérite, nomenclature des clos et des propriétaires », publié en 1892, et la date est importante, j'ai pu lire ceci à propos de Puligny-Montrachet. À certains de ces climats s'attache une réputation universelle.
Au premier rang doit être cité le Montrachet, qui produit des vins blancs connus et appréciés du monde entier. Le docteur Laval a écrit que le vin qu'il produit doit être considéré comme l'une de ces rares merveilles dont il n'est permis qu'à un petit nombre d'élus d'apprécier la perfection. Comme quoi l'onanisme bourguignon ne date pas d'hier. La vigne y est l'objet des plus grands soins. Les cépages cultivés sont le pinot blanc, appelé quelquefois par les vignerons pinot du Montrachet, le pinot gris ou aguiloté, qui se retrouve également dans les côtes, mélangé avec les pinots rouges. Enfin, dans la plaine, dominent les principales variétés du gamay rouge ou blanc. C'est tout ? Je crois pas, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même un sacré oubli. On est d'accord ? Mais bon, le bouquin date de 1892, on est très certainement sur une petite maison d'édition, donc je suppose qu'il n'avait pas forcément une armée de relecteurs. Allons donc voir du côté de Meursault, qui se trouve dans le prolongement de Puligny-Montrachet, et qui est, lui aussi, un très grand terroir à blanc. Pour les vins blancs, le pinot blanc sera seul maître du sol, à l'exclusion de toute autre variété. Pour les vins rouges, le pinot noir ou noirien régnera seul. Qu'est-ce que c'est que ce BIMS ? Bon, ok, alors dans ce cas-là, quittons le secteur et allons plus au sud dans le village d'Allos-Corton et la fameuse colline de Corton. Lorsqu'on a connu la qualité des vins rouges, les blancs ont disparu de beaucoup de ces climats qui ont été plantés en pinot rouge. Cependant, Charlemagne, Languette, Corton sont encore aujourd'hui en blanc. Les cépages cultivés jusqu'ici ont été le pinot noir, le pinot blanc et le melon en plan fin et le gamay en ordinaire. Le pinot noir, le pinot blanc et le melon blanc ? Je te demande pardon ? Chassagne-Montrachet ? Les cépages cultivés sont le pinot noir dans les premiers crus, le mélange de pinot et de bon gamay dans les passes tout grains, le chardonnay ou pinot blanc est cultivé particulièrement à Chassagne. Son raisin d'un goût exquis produit le fameux vin de Montrachet dont la renommée est universelle. Et pour les non-initiés qui ne comprendraient pas ce que j'essayais de mettre en exergue, c'est la variété iconique et aujourd'hui absolument indissociable des grands vins de Montrachet qu'est le cépage chardonnay. Chardonnay qui, en 2022, représentait 49% de l'encépagement total de la Bourgogne. Pourtant, dans l'ouvrage précédemment cité, il n'est quasiment mentionné nulle part. Et cela s'explique en réalité de manière très simple, c'est que le chardonnay a mis très longtemps à être identifié en tant que tel et qu'il a été confondu pendant des lustres avec le pinot blanc. À notre ère, et comme je l'expliquais dans mon épisode idoine de cépage sorcier, on sait, grâce à la génétique, qu'il est issu d'un croisement entre le pinot noir et le gouais blanc. Quand a eu lieu ce croisement, on ne le sait pas. Peut-être au XIVe siècle, mais on ne peut rester qu'au stade de l'hypothèse. Ou quelque part en Bourgogne. Seulement, comme à l'époque les vignes étaient complantées, c'est-à-dire qu'on plantait les variétés les unes avec les autres, c'était un brin le foutoir. On savait qu'on avait du pinot blanc, qui s'est révélé être une mutation somatique du pinot noir, mais on ne savait pas qu'un jour, du croisement entre le pinot noir et le gouais blanc, allait naître le chardonnay. D'autant que, pour ne rien arranger, le pinot blanc et le chardonnay sont assez proches visuellement. J'en prends pour preuve cette aquarelle datée de 1809 et issue du magnifique ouvrage Les raisins de Pierre-Joseph Redouté, où l'illustrateur nous dépeint une variété intitulée Pinot Blanc, alors qu'il s'agit en réalité d'une grappe de chardonnay. Ainsi, et je paraphrase Louis Latour, le pinot chardonnay n'est entré dans l'histoire du vignoble qu'au moment où il a été isolé et mis en culture de manière intensive, soit une période allant de la fin du XVIIIe au début du XIXe, afin de créer une économie blanche. Et d'où le fait que le Mâconnais, historiquement planté en vigne rouge, ait massivement arraché les pinots et gamay pour se couvrir de chardonnay, expliquant que la Bourgogne soit passée de 83% de rouge en 1852-60 à seulement 37% en 2006. Le rapport de force s'étant inversé. Et, pour raccrocher le wagon, la réputation des Grands Blancs de Montrachet, né de l'unique et formellement identifié chardonnay, est absolument ridicule à l'échelle de la Bourgogne, tout au plus 4 siècles sur 21. Par contre, ce que l'on sait formellement, c'est que les très grands terroirs de Montrachet sont reconnus depuis près de 6 siècles. Alors, j'essaierai de ne pas trop rentrer dans le détail, même si ça va être complexe, parce que d'une, je ne suis absolument pas géologue, et que de deux, avec la littérature scientifique disponible, on pourrait virer en mode dîner de con à comparer précisément le dosage en sable silicieux, en argile et en chaux de la couche de Montrachet, Chevalier Montrachet et Bâtard Montrachet.
On sent vraiment les 31,71% de gravier du Montrachet comparé aux 32,56% de Chevalier Montrachet. Je te jure Dominique, c'est le jour et la nuit. 1200 balles, ah, ça les vaut tous les jours. Mais dans les grandes lignes, et je remercie la vidéo Bourgogne à l'origine du terroir, en plus il y a des dinos en 3D que demande le peuple, car celle-ci nous explique que la côte de Nuit et la côte de Beaune possèdent un socle géologique commun, issu de l'ère mésozoïque, dite secondaire, et plus précisément de la période dite du Jurassique. Mais lors de l'ère cénozoïque, dite tertiaire, la rencontre de plusieurs plaques tectoniques a fait s'effondrer le fossé Bressan et se soulever de terre les Alpes. Et de tout cet intense jeu de plaques va émerger une multitude de sols plus ou moins adaptés aux cépages rouges et blancs en fonction des différentes périodes géologiques. Par exemple, si on fait de grands blancs sur le secteur Meursault-Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, c'est notamment parce qu'il y a des sols de marne issus de l'oxfordien ainsi que des calcaires du bâtonien, et qui se sont révélés être de parfaits terrains de jeu pour le chardonnay. Bref, retenez juste que de l'altération des sols du Jurassique supérieur et moyen va naître des millions et des millions d'années plus tard un espèce de millefeuille géologique ultra complexe qui fera toute la grandeur et la complexité des grands crus de la colline de Montrachet. C'est d'ailleurs très bien expliqué dans la vidéo Côte de Beaune, les appellations décryptées par Jean-Pierre Renard, a.k.a. le boss final de la Bourgogne. Et je déconne même pas, hein, ce type est absolument fascinant à écouter. Il existe une faille géologique entre Chevalier Montrachet et Montrachet, et une autre entre Montrachet et les grands crus du bas. Pour plus d'informations sur la composition des dits terroirs, je laisserai les passionnés faire pause. C'est d'ailleurs pour cela que Jean-Pierre Renard évoque très justement un vignoble composé de 3 marches. Et de se dire que c'est près de 6 à 7 siècles d'observation et de bon sens paysan qui ont permis aux vignerons de l'époque de comprendre, sans tous nos outils modernes, et d'appréhender la différence des typicités de sol du Montrachet, eh ben je trouve ça absolument bluffant, et qu'on l'aime ou non, rien que pour cela, la Bourgogne est et restera à jamais une région absolument unique. Mais bon, toute cette poésie et ce romantisme, c'est bien gentil, mais à la dégustation, qu'est-ce que ça donne ? Alors, je ne vais pas vous refaire le coup du montage en mode gros suspense, car lors de la fameuse dégustation des 33 grands crus de Bourgogne, nous nous sommes rendus au domaine Jacques Prieur pour réaliser une verticale de Chevalier Montrachet et de Montrachet. Une verticale consistant à déguster une même cuvée, mais sur des millésimes différents. Ici, en l'occurrence, 2022, 2017 et 2012. Donc je me voyais mal vous faire 6 fois le montage montée de pression, ça risquait d'être un brin redondant. Et qualitativement, ces années, qu'est-ce que cela donne ? D'après le communiqué de presse du comité interprofessionnel des vins de Bourgogne, 2022 est un millésime généreux et prometteur. Dans son ouvrage Millésime en Bourgogne 1893-2018, Jacques Rigaud qualifie 2017 de grand, 2 étoiles sur 3, avec des rouges riches et généreux et des blancs plus hétérogènes selon que les vendanges aient été réalisées avant la pluie ou après. 2012, exceptionnel, 3 sur 3, des degrés remarquables et des acidités de rêve. Les raisins étaient dorés à souhait, très équilibrés. Le domaine Jacques Prieur, quant à lui, 5 étoiles sur 5 au guide Béthane. Grand par sa palette de terroirs, mais tout aussi grand par la qualité de ses vins, le domaine est un incontournable des grands domaines bourguignons. Personnellement, un peu moins de 6 mois avant la verticale, j'avais déjà eu l'occasion de déguster moult des cuvées de la propriété sur Wine Paris, et je dois bien reconnaître que je n'avais pas forcément été plus emballé que cela. Des qui bien réalisés, dans un style assez moderne et qui font le boulot, mais disons que je n'avais pas forcément eu cette étincelle et ce supplément d'âme que je recherche dans cette région. Mais bon, là, on rentrait quand même dans une autre dimension, c'est-à-dire celle des climats mythiques que la planète entière nous envie, et pour ne rien vous cacher, c'était mon grand dépucelage pour ces grands crus. Et en toute franchise, je n'ai pas compris ces vins. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Oui, je vais encore faire mon pisse froid, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ma vision, qui n'engage donc que mon humble petite personne, c'est qu'un très grand vin doit être une osmose entre un bouquet et un palais. Pour moi, un blanc aux notes denses et profondes doit laisser place à une bouche pleine, concentrée et complexe. Et à l'inverse, un vin tendu et minéral doit s'ouvrir sur un nez crayeux et aérien porté par de subtiles notes de fruits frais. Or, selon moi,
Les 3 Montrachet présentés avaient des nez qui jouaient dans le registre aérien, fleurs blanches, silex, fruits du verger, fines levures ou encore les amandes fraîches, mais ils s'exprimaient sur un palais dense et opulent. Et à l'inverse, le chevalier Montrachet, lui, jouait dans un registre profond et complexe à base de noisettes grillées, de blé doré, de pêche jaune mûre, de cire d'abeille, de fruits secs, de fleurs fanées, d'abricots secs ou encore de pâte d'amande. Mais en bouche, c'était plus sur la droiture, l'acidité et la tension que sur la concentration. Concentration qui pêchait un chouïa à mon goût. Et si à titre personnel, j'ai largement préféré le chevalier Montrachet au Montrachet, ma conclusion était limpide. J'aime la structure du Montrachet et la profondeur du chevalier Montrachet. Et c'est cette osmose-là que j'aurais voulu déguster ce jour-là. Et là, vous allez me dire, écoute Loïc, t'es bien gentil, mais t'es quand même un peu un geek du vin, et clairement, là, tu chipotes. Tu voudrais pas juste savourer l'instant présent? Alors, merci petit bambou, hein, mais si vous n'êtes pas locataire de la propriété, que vous ne bossez pas dans le vin, mais que vous voulez quand même déguster ce genre de flacon, eh bien sachez qu'un Montrachet 2020 du domaine Jacques Prieur, ça se négocie sur le marché gris aujourd'hui autour de 1200 €. Donc ouais, effectivement, à 1200 boules l'acquis, je me permets de chipoter. Et même si je sais que oui, les gros noms, ça vous fera toujours rêver, rappelez-vous que tout aussi supposément grands que soient ces crus, ils ne vous emmèneront jamais sur des notes olfactives inconnues. Et en toute honnêteté, le Chevalier Montrachet 2012 de chez Prieur, qui fut pour moi le grand vainqueur de la dégustation, eh bien j'y aurais mis 70 à 80 balles tout au plus. Et c'est principalement parce que je sais que la Bourgogne reste une région de toute petite production. Mais entre 600 et 1000 € comme actuellement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Serpent, je ne mange pas de ce pain-là.